Yap les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour bien sûr parler des Jeux de Pékin 2022 qui se sont achevés dimanche dernier sous les coups de 14h heure française avec une magnifique cérémonie de clôture au moins aussi belle que celle de l'ouverture de ces Jeux 15 jours auparavant, une cérémonie de clôture qui a vu Quentin Fillon-Maillet avoir l'immense honneur de parader avec le drapeau tricolore, une immense honneur que Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron avaient partagé 4 ans auparavant du côté de Pyeongchang en 2018, désigné par Martin Fourcade pour bien sûr être porte-drapeau de cette cérémonie de clôture. Martin Fourcade qui déjà à l'époque avait envie de faire une sorte de passation de pouvoir entre l'ancienne et la nouvelle génération. Peut-être savait-il déjà à ce moment-là, Martin Fourcade, qu'il ne participerait pas à ces Jeux de 2022 en tant qu'athlète. Qui sait, en tout cas ce qui est sûr, c'est que dans cette vidéo nous allons parler du bilan comptable de cette équipe de France qui n'aura même pas moins de 14 breloques de ces Jeux de Pékin 2022 qui place bien évidemment la France à la 10e place au classement des nations. Et puis en fin de vidéo, on fera part également des noms du roi et de la reine de ces Jeux. Spoiler alert, c'est bien sûr des Norvégiens. Sinon c'est pas marrant, mais je profite de ce début de vidéo et avant bien sûr de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de parler du bilan comptable des Bleus, savoir si ce sont des Jeux Olympiques satisfaisants, si on aurait pu espérer mieux aussi. On doit déjà se contenter de ce nombre de médailles qui, je vous le rappelle, est de 14. Et puis avant, bien évidemment, de vous faire part du nom du roi et de la reine de ces Jeux, j'ai envie quand même de prendre un petit peu de temps en ce début de vidéo, de parler des belles histoires. Parce qu'encore une fois, avant les médailles et la gloire éternelle qui en découlent, les Jeux Olympiques, c'est avant tout des belles histoires. Et j'en ai 3 à vous compter. Je vais prendre 3 petites minutes pour vous en parler. La première, elle concerne Quintana, un Colombien qui participait à des épreuves de ski de fond sur ces Jeux Olympiques. Alors, ce n'était pas Nairo Quintana, le vainqueur, bien évidemment, de 2 grands tours sur le cyclisme sur route. Ce n'était pas non plus son frère, sinon je pense qu'on aurait eu vent de cette affaire. Mais ce dénommé Quintana, Colombien, qui participait et donc notamment aux 15 km classiques de ces Jeux, a eu l'immense surprise et l'immense honneur de voir Iivo Niskanen, le Finlandais, qui allait devenir champion olympique de la spécialité, qui était d'ailleurs le grandissime favori pour cette épreuve. Il a eu l'énorme surprise et l'énorme honneur de voir Iivo Niskanen l'attendre sur la ligne d'arrivée alors que le Colombien coupait la ligne avec plus de 20 minutes de retard sur le temps référence. Il a donc serré dans les bras ce Colombien, Iivo Niskanen. Ça a fait finalement le tour du monde, cette image que je vous propose sur cette vidéo, parce que clairement toutes les valeurs de l'olympisme y sont réunies: le dépassement de soi, le respect de l'autre. Et on le sait, encore une fois, on le dit, on le répète, tout le monde ne va pas au jeu pour les mêmes choses. Il y en a qui vont au jeu pour gagner des médailles et d'autres qui vont au jeu simplement pour dire: j'ai fait des jeux et j'ai représenté mon pays, j'ai eu l'honneur de concourir sous le drapeau de mon pays. Et c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est pour moi l'image de ces jeux, parce qu'elle veut dire tellement, cette image. C'est clairement, encore une fois, je le dis et je le répète, sur des Jeux Olympiques, l'important c'est de participer et l'essentiel c'est de gagner. Comprendra bien évidemment qui pourra. Il y a bien sûr 2 autres belles histoires et j'ai envie tout de suite d'en parler. La deuxième belle histoire, c'est celle de Johannes Strolz, cet Autrichien qui a été mis de côté par l'équipe autrichienne de ski alpin. On lui a dit: tu n'es pas assez bon, tu n'as pas ta place dans l'équipe, et il a même dû reprendre son métier de policier pour pouvoir finalement continuer à s'entraîner et continuer à vivre aussi, tout simplement parce que il faut bien mettre quand même un petit peu de pain dans son assiette. Et donc l'ami Johannes Strolz coupait ses journées entre son métier de policier et sa passion qui était le ski. Et cette année, il s'est dit: tiens, si je pouvais effectivement revenir en Coupe du Monde et me redonner les moyens, pourquoi pas, de participer pour la première fois de ma carrière à des Jeux Olympiques. Et Johannes Strolz, il a réussi cette année à revenir dans le groupe Coupe du Monde après quand même pas mal de persévérance et d'abnégation. Il a réussi à revenir dans le groupe Coupe du Monde de son pays dans les disciplines techniques et il a remporté un slalom de Coupe du Monde avec le dossard 37 ou 38 si je ne dis pas de bêtises, gagnant du même coup sa place aux Jeux Olympiques. Et Johannes Strolz, il a réussi à devenir champion olympique du combiné. Oui, vous ne rêvez pas, il est devenu champion olympique du combiné 40 ans après son père qui avait été champion olympique en 1988 de cette même discipline du combiné. Et il va même d'ailleurs aller chercher 2 autres belles médailles: la médaille d'or au team event avec l'Autriche bien évidemment qui a été sur une autre planète, et bien évidemment cette médaille d'argent en slalom débranchée seulement par Clément Noël. Johannes Strolz qui compte également une victoire en Coupe du Monde comme son père, également en slalom, et devinez quoi, l'année olympique. C'est quand même assez incroyable, c'est une belle histoire, donc là aussi j'avais envie de vous la raconter. Et puis la troisième belle histoire, c'est celle d'Irene Jackson. Irene Jackson, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est tout simplement la première, il me semble, afro-américaine à devenir championne olympique sur des disciplines et sur une olympiade donc d'hiver. Irene Jackson qui techniquement n'était pas censée être aux Jeux Olympiques, elle n'était pas qualifiée, elle est devenue championne olympique du 500 mètres sur la longue piste, et techniquement c'était Brittany Bowie qui était censée participer à cette épreuve
à sa place. Et malheureusement, ou plutôt heureusement pour Irene Jackson, Brittany Bowie a décliné sa participation sur le 500 mètres parce que Irene Jackson avait tout pour devenir championne olympique. Et on le rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas, Irene Jackson avait raté ses qualifications olympiques lors des sélections américaines à cause d'un problème d'accroche au niveau de ses patins. Et Brittany Bowie, en grand seigneur, avait décidé de laisser participer Irene Jackson à ce 500 mètres parce qu'elle considérait qu'elle avait plus de chances qu'elle d'aller chercher une médaille. On rappelle, Brittany Bowie, ce n'est pas n'importe qui. Elle a gagné 2 médailles olympiques, 2 de bronze. Elle est double championne du monde, donc dans ce genre de discipline sprint. Et Irene Jackson est allée chercher le titre olympique sur le 500 mètres, 4 ans après sa 24e place sur cette même discipline, sur cette même spécialité, lors des Jeux de Pyeongchang en 2018. Irene Jackson qui devient, si je ne dis pas de bêtises, la première championne olympique afro-américaine en ce qui concerne les Olympiades d'hiver. Bref, c'était les belles histoires, j'avais envie de vous les conter et de vous les faire partager parce que peut-être que certains d'entre vous seraient peut-être passés à côté. Bref, maintenant c'est l'heure du bilan de la délégation tricolore, je vous l'ai dit. 14 médailles pour cette délégation tricolore sur cette campagne des Jeux de Pékin 2022. On est un petit peu dans nos standards, on va pas se le cacher, sur cette dernière décennie écoulée. Du côté de Vancouver, on avait fait 12 médailles, et du côté de Sochi, de Pyeongchang, on avait réalisé 15 breloques, donc forcément une de plus que donc sur cette Olympiade. 14 breloques, 5 en or, 7 en argent, 2 en bronze. On va dire qu'on est dans nos standards et surtout qu'on peut s'estimer heureux, je pense, à mon avis, d'avoir eu un bilan aussi bon. Pourquoi? Je m'explique, parce que il y a plein de disciplines dans lesquelles on était censé performer et où malheureusement on est passé complètement au travers. D'abord le ski freestyle, Perrine Lafont, on attendait une médaille d'or, on ne l'a pas eu. On attendait Ben Cavet pour une médaille sur également le ski de boss. Malheureusement, on ne l'a pas eu. On attendait Tesla 2 et potentiellement 2 médailles sur bien évidemment le big air et sur le slopestyle, donc au moins une en or. Finalement on n'en a eu qu'une et c'était de l'argent, c'était sur le big air. On attendait également énormément de nos ski crossman et women et snowboarder crossman et snowboard cross women. Malheureusement il n'y a pas eu énormément de bons résultats, seulement une 2e place et une médaille d'argent de Chloé Trespoche. Et quand on connaît le vivier incroyable qu'on est capable d'avoir au très très haut niveau et le nombre de garçons et de filles qu'on est capable de placer sur des podiums en Coupe du Monde de manière régulière, c'est quand même un petit peu décevant de ne faire qu'une seule médaille. Donc on va pas se le cacher, par rapport à des disciplines très fortes où on était censé performer et où malheureusement on est passé à côté, je trouve que 14 médailles c'est quand même plutôt pas mal. Alors bien évidemment, si on doit comparer avec certaines nations, on est un petit peu loin du compte. Alors certains parlent beaucoup et comparent finalement nos performances avec celles de la Chine. Alors encore une fois, j'ai pas envie de comparer nos performances avec celles de la Chine qui termine, je vous le rappelle, 3e au classement des médailles. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est un petit peu comme la Corée il y a 4 ans, on les a vus sur leurs jeux et on les verra pas dans 4 ans et encore moins dans 8. C'est comme ça, c'est la vie, on le sait. Ça fait partie des pays un petit peu exotiques en ce qui concerne les sports d'hiver qu'on ne va pas voir une fois leurs Jeux Olympiques maison réalisés. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des disciplines des pays qui pratiquent ce genre de discipline en hiver, et surtout parce que la plupart des médailles qu'ils vont chercher, c'est des médailles sur finalement des disciplines de notation. Les assistances vidéo sont présentes sur le short track, bien évidemment également sur des disciplines de notes, avec le big air, le slopestyle. On sait que les Chinois, généralement, ils gagnent leurs médailles, et 90% de leurs médailles, sur des disciplines qui sont notées, des disciplines à jugement. Et on sait très bien que gagner sur des disciplines à jugement, c'est beaucoup plus facile que gagner sur des disciplines chronométrées. Pourquoi? Parce que vous pouvez, entre guillemets, acheter vos médailles, acheter vos performances. Alors encore une fois, je ne dis pas que les athlètes chinois ne sont pas méritants et que certains ne méritaient pas des médailles, mais tous les Chinois et Chinoises qui ont réussi à avoir des médailles n'étaient pas censés normalement en avoir. Et je pense que la plupart des médailles qui finalement ont été récoltées par les Chinois proviennent quelque part un peu de cachet. Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, certains vont me dire que je crie au complot, mais c'est ma façon de penser et je pense qu'elle n'est pas tout à fait différente de la réalité. Donc c'est pour ça que je ne vais pas comparer aux Chinois, je vais plutôt comparer aux Allemands qui sont nos voisins, qui sont un exemple en Europe par rapport à la gestion d'un pays, à la gestion économique, et également par rapport à leur préparation spécifique pour des grands événements comme les Jeux. Les Allemands, ils sont présents aussi bien sur les Jeux d'été que sur les Jeux d'hiver, comme nous d'ailleurs. Ils sont régulièrement devant nous, pour pas dire quasiment systématiquement devant nous sur les Jeux d'été, mais ça ne joue pas à grand chose. Et ils sont toujours devant nous sur les Jeux d'hiver, mais là en revanche, la différence est assez notable. Pourquoi? Parce que les Allemands, ils font quand même 27 médailles sur ces Jeux Olympiques, dont 12 en or, 10 en argent et 5 en bronze. Donc on est loin, très 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 loin
de ce bilan. Alors, encore une fois, qu'est-ce qui explique le fait que l'Allemagne soit largement devant nous par rapport à ce tableau des médailles? Alors forcément, il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour se dire que la différence, c'est le niveau de performance. Le niveau de performance des athlètes, et ce, dans plusieurs disciplines. C'est vrai, nous, on n'a pas autant de viviers à haut niveau que les Allemands sur disciplines diverses et variées. On est très fort en biathlon, il y a eu 7 médailles sur les 14 qui proviennent du biathlon. On est très fort également en ski alpin, on est capable de ramener des médailles sur du ski freestyle, et également un petit peu sur du patinage, ou du moins sur la danse en couple, avec bien évidemment Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. On est également plutôt à notre aise en ski de fond, toute proportion gardée par rapport au biathlon. Mais encore une fois, on est complètement inexistant sur les disciplines de glace. Alors bien évidemment, si on enlève Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron en danse sur glace, qui sont capables depuis quelques années de réaliser de super performances, qui sont les meilleurs au monde et qui est peut-être le meilleur couple de danse sur glace de tous les temps. Mais encore une fois, on va les enlever, on va pas les prendre en compte. Parce que c'est un petit peu pour moi l'arbre qui cache la forêt. Si on les enlève, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, sur les disciplines de glace, on n'est pas performant. En short track, on n'est pas capable, par exemple, d'aller en demi-finale, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. On n'est pas capable non plus, en bob, de faire des étincelles. On n'est pas capable d'aller chercher des podiums. On n'est pas capable de concurrencer les Allemands, qui sont, je le rappelle, au point de la technologie et en avance sur tout le monde en ce qui concerne ce genre de discipline. Et puis, il y a plein de disciplines sur lesquelles nous ne sommes pas représentés. On ne s'est pas représenté en skeleton, je ne sais même pas s'il y a une fédération de skeleton en France, on n'est pas représenté en luge, on n'est pas représenté non plus sur la longue piste en patinage de vitesse et bref, il y a pas mal de disciplines où nous ne sommes pas présents. C'est même pas où on n'est pas performant, c'est pas mal de disciplines où on n'est pas présent. Est-ce que vous savez quand même qu'il n'y a même pas une longue piste de patinage de vitesse en France? Pour un pays autant développé que le nôtre, je ne veux pas dire, c'est limite une honte. Donc, c'est vrai que sur ce genre de discipline, on devrait être présent. Parce qu'on est la France, on a des moyens. Je rappelle, quand on arrive aux Jeux Olympiques, il y a des inscriptions qui doivent être payées. Des fédérations doivent payer pour finalement participer aux Jeux Olympiques et amener leurs athlètes. Donc que des Arméniens, par exemple, pour donner un exemple tout con, l'Arménie ne puisse pas se payer des athlètes sur toutes les disciplines, pourquoi pas? Qu'ils n'aient pas les moyens non plus, on va dire, humains, de mettre tout le monde sur plusieurs disciplines, pourquoi pas aussi? C'est normal, c'est un petit pays. Mais que nous, la France, qui avons 62 millions d'habitants, et des moyens colossaux, qu'on ne puisse pas finalement former et avoir des athlètes de haut niveau sur des disciplines pratiquement majeures ou sur toutes les disciplines, ou quasiment toutes, au jeu, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Donc il faut vraiment qu'on arrive à être performant et à avoir des représentants sur les disciplines de glace. Parce que c'est ce qui nous manque par rapport aux Allemands. Les Allemands sont présents partout, vraiment partout. Il faut aussi qu'on retrouve un minimum de compétitivité du côté du combiné nordique, qui, je le rappelle aujourd'hui, décerne quand même 3 potentielles médailles. C'est vrai qu'on est très très loin aussi des performances qu'on avait avec Jason Lamy-Chapuis, François Brault et Sébastien Lacroix il y a encore quelques années. Là, on est clairement aussi dans un ventre mou, donc il va peut-être falloir aussi remettre des moyens physiques, des moyens financiers, des moyens humains pour ramener ces équipes de France à haut niveau et en construire aussi à haut niveau sur des disciplines où nous ne sommes pas présents, comme le patinage de vitesse, le skeleton, la luge et des disciplines de glace où on n'est pas performant, comme le short track, comme le bobsleigh. Bref, il faut impérativement que, en tant que Français et en tant que nation quand même riche, puissante et dominante sur le point de vue sportif, en tout cas en Europe, ça serait peut-être bien de pouvoir commencer à avoir des résultats, commencer une formation sur ces disciplines où on n'a personne, pour pouvoir avoir des résultats, je ne sais pas moi, pas sur la prochaine Olympiade à Cortina, mais sur celle de 2030. Histoire de préparer les Jeux de 2030 pour passer et briser ce plafond de verre de 15 médailles, pour pourquoi pas aller en chercher 20, 25. Parce que quand je vois les Allemands qui peuvent le faire, je me dis que techniquement, on est capable aussi. Alors je sais qu'on a beaucoup de retard sur les Allemands, sur le point de vue gestion pays, sur le point de vue économique, et sur le point de vue préparation des grandes échéances sportives comme les Jeux, mais enfin quand même, on ne peut qu'être meilleur et que se rapprocher d'eux, et je pense que ça passera par tout ce que je viens de dire dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre, bien évidemment, ce que vous avez aimé dans ces jeux, me faire part de votre bilan à vous sur ces jeux et sur la performance
et sur le bilan comptable donc de cette délégation française qui nous rapporte 14 médailles, je vous rappelle, dont 5 en or, 7 en argent et 2 en bronze. N'hésitez pas également à me faire part de vos belles histoires aussi, bien évidemment, par rapport au jeu, et donc ce qui vous a marqué positivement aussi, parce qu'il y a des belles histoires qui sont à raconter. N'hésitez pas à me conter celle qui vous a marqué. Et j'allais dire, n'hésitez pas également à mettre un j'aime et tutti quanti avec votre coup du chapeau, like, abonnement et activation de la cloche, mais j'ai complètement oublié de vous parler, putain, nom de Dieu, du roi et de la reine des jeux. Bah oui, quand même, on va finir là-dessus. Le roi et la reine des jeux, qui c'est? Eh bah d'abord, le roi, c'est Johannes Beu. Johannes Beu, bah oui, qui a quand même réussi à aller chercher 5 médailles, dont 4 en or. Ouais, ah ouais, rien que ça, tu vois. Alors certes, dans les 4 médailles en or, il y en a 2 en relais, 2 en individuel comme Quentin Fillon-Maillet, mais Johannes Beu est revenu à son meilleur niveau. Alors on le sait, Johannes Beu, depuis ses saisons dominantes 2019 et 2020, c'est vrai qu'il marque un petit peu le pas sur l'ensemble d'une saison. On sent qu'il est plus trop capable d'avoir le même niveau moyen que sur ces 2 saisons à grande domination, mais qu'il est encore capable malgré tout de préparer de super objectifs, l'ami Johannes Beu, avec bien évidemment énormément de belles médailles. On l'a vu, il a fait une impasse du côté, si je ne dis pas de bêtises, de Antols en Terre Selva, où il a fait l'impasse du côté de Ruhpolding, il est revenu à Antols, bref, je ne sais plus, enfin c'est l'un des deux, et ça lui a été bien sûr bénéfique, contrairement aux Suédois malheureusement, puisqu'il était quand même allé chercher 5 médailles, dont 4 en or, avec 2 titres individuels. Je pense qu'on peut dire que Johannes Beu est le roi de ces jeux, et surtout, prouve encore une fois qu'il est capable de préparer un objectif, et que sur des objectifs bien précis, bien distincts, il est encore capable d'être le Johannes Beu à 100%, et bien intrinsèquement meilleur que tout le monde. Et au niveau de la reine de ces jeux, on va bien sûr parler de Therese Yaoug. Alors ça me fait mal de parler de Therese Yaoug parce que vous le savez, j'ai beaucoup de mal avec ces athlètes convaincus de dopage qui reviennent après 18-24 mois de suspension et qui reviennent au jeu comme si de rien n'était, qui sont aussi forts en étant soi-disant propres quand ils étaient dopés. Mais sur le point de vue performance pure, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Therese Yaoug qui participe au skiathlon, le gagne, qui participe au 15 classique, le gagne, pour 10 classique, le gagne, et qui participe au 30 libre, donc mass start, et qui la gagne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part que c'est la reine des jeux? Alors j'aurais pu également citer Marthe Houtsbourg-Reuseland. Je préfère citer bien évidemment Therese Yaoug parce que quand vous faites 3 courses individuelles et que vous gagnez 3 médailles d'or, même Johannes Beu et même Marthe Houtsbourg-Reuseland n'ont pas réussi à le faire. Donc c'est pour ça que la reine, très clairement, est Thérèse aujourd'hui, même si je ne pense pas que du bien de cet athlète. Là, pour le coup, je pense que vous pouvez me mettre en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé du bilan comptable des Français, de me conter également vos belles histoires de ces jeux, peut-être que j'en ai omis quelques-unes, et puis vous pouvez également, parce que c'est vraiment la fin de la vidéo, eh bien réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche pour ne manquer aucune notification quand une vidéo sort sur la chaîne, et nous on se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.